Bonjour, bienvenue à ce dernier épisode, le 9e de ce cycle de webinaire qui était destiné aux entreprises pour mieux rebondir après cette pandémie du Covid. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie digitale, c'est-à-dire comment la redéfinir, comment l'adapter à nouvelles circonstances afin de booster vos ventes ainsi que votre réputation en ligne. Nous sommes WSI. WSI, c'est l'acronyme du mot We Simplify Internet. C'est un réseau d'agences marketing digital qui existe depuis plus de 25 ans. Nous fêtons nos 25 ans cette année. Et on fournit des services de marketing digital et de stratégie de marketing pour les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs. Nous pensons être le plus grand réseau d'agences jusqu'à présent au monde. C'est plus de 800 agences dans 80 pays. Et nous avons des solutions à 360 degrés, c'est-à-dire que c'est un service complet qui vous aide à développer votre marque, à gagner plus de prospects et développer vos ventes tout en améliorant votre retour sur investissement. Gilles, Jean-Pierre et moi, nous sommes des entrepreneurs et nous comprenons qu'il est important que pour chaque euro, franc suisse ou dollar que vous investissez en nous, dans nos solutions, il faut qu'on génère plus que ça. Aujourd'hui, nous avons deux stars, que dis-je, gourous, élites, experts, je ne trouve plus les mots qu'il faut, pour vous présenter la stratégie de marketing digital. Sur ma droite. On t'a perdu, Gabor. On a perdu Gabor. Bah, c'est pas grave, c'est à nous de nous présenter. Donc, Jean-Pierre, je te laisse tirer le premier. Vas-y. Ben, merci, messieurs les Anglais. Donc, j'ai intégré le réseau WSI pour aider les TPE et PME de la Côte d'Azur, parce que je suis sur Nice, les aider à être performants dans leur stratégie de croissance. Je suis surtout très convaincu que les actions de marketing et de communication digitale ramènent des résultats et ramènent plus de résultats si elles sont basées sur, une stratégie solide, 2, la mise en place d'un tunnel de conversion, et 3, la mesure précise et régulière du retour sur investissement. Tous ces éléments sont des éléments de preuve, m'ont été amenés par des années, c'est 20 années de direction commerciale dans des boîtes digitales. Gilles. Okay. Ouais. Ah, pardon. Et ben moi, je suis Gilles Landel. Ça fait bientôt plus de 15 ans que j'ai rejoint le réseau WSI, qui en a 25, comme me rappelait Gabor il y a quelques instants. Donc, je suis pas encore un dinosaure du marketing digital, mais ça commence à le devenir. D'ailleurs, j'ai quelques cheveux blancs, un peu plus que toi. Et moi, donc, depuis que j'ai créé mon agence marketing digital, un peu comme toi, hein, j'aide mes clients qui sont principalement des TPE-PME à développer leur visibilité sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook pour attirer des prospects et puis les aider à transformer ces prospects en clients en les aidant en optimisant le tunnel de vente. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on sait faire chez WSI, quel que soit le consultant. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, là, je vois. Il y en a qui viennent de Suisse, il y en a qui viennent de Luxembourg, il y en a qui viennent de Belgique, il y en a bien sûr beaucoup qui viennent de France, parce que c'est un réseau, cette série de webinaires a été promue par l'ensemble du réseau WSI. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être qu'un consultant en WSI, autre que Jean-Pierre, Gabor ou moi, mais on a tous en commun cette philosophie qui est d'aider nos clients à tirer parti de manière efficace de ce formidable outil qu'est Internet. Donc aujourd'hui, on va vous parler de stratégie marketing digital. Et tu peux nous préciser l'agenda, Jean-Pierre? Bon, je vais couper quand même, vu qu'aujourd'hui on a une bande passante qui n'est pas terrible, je vais couper ma caméra. Ouais, je suis vraiment désolé parce que ça coupe un moment le contact, mais bon, l'agenda aujourd'hui il est complet. L'objectif de l'ensemble de la présentation, c'est de vous démontrer, en tout cas d'essayer de vous démontrer que sans stratégie, il est difficile d'être efficace. Et encore plus maintenant avec un Covid qui a complètement rebattu toutes les cartes. Donc, que vous ayez ou non une stratégie digitale avant le Covid, ce qu'il faut maintenant, c'est construire une stratégie digitale post-Covid. La question est comment? En comprenant d'abord quels sont les paramètres de la stratégie qui ont pu changer pour votre entreprise, regardez ce que vous devriez revoir et redéfinir. Ensuite, on fera, c'est qu'on vous proposera une boîte à outils dans laquelle vous pourrez vous servir en fonction de vos besoins. Nous vous donnerons bien sûr, évidemment, quelques exemples concrets pour que vous puissiez visualiser la différence de résultats entre une entreprise avec et une entreprise sans stratégie.
Et en parallèle, vous aurez un lien avec les webinaires précédents parce qu'en fait, ce webinaire, c'est également une synthèse de ce que vous auriez pu voir auparavant, mais avec l'axe stratégie. Et vous pourrez utiliser en fonction de situation ce lien avec les différents webinaires. Enfin, et surtout si on a le temps et si on n'est pas trop bavard, nous finirons par l'habituelle séance de questions-réponses. Alors, quand on dit stratégie, tout de suite, on pense à des gros mots, on pense tout de suite que ça va coûter cher parce que ça fait appel à des consultants, à des études, à plein de choses. C'est vrai, ça représente un petit coût. Ça ne coûte pas aussi cher que ce que vous croyez. Mais c'est vrai qu'on va se prendre un peu le temps de réfléchir à où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, et donc à partir de là, étudier la carte pour choisir le meilleur chemin possible pour atteindre votre objectif. C'est ça l'objectif d'une stratégie. Et grâce à cette analyse, on va prendre le plus court, alors c'est pas forcément le plus court chemin, mais c'est le chemin qui va vous permettre d'arriver au résultat en essayant de dépenser le moins possible d'argent et d'y arriver le plus vite possible. Puisque comme Gabor et Jean-Pierre le rappelaient, et c'est quelque chose qui nous intéresse tous, c'est comment on va pouvoir vous démontrer le retour sur investissement de tout ce qu'on met en place. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous motive. Donc on a introduit un bouquin qui s'appelle Digital Mind, on en parlera tout à l'heure, mais cette série de webinars fait suite à déjà une Covid, et notre volonté à nous, c'était de pouvoir réagir très vite et de très vite pouvoir vous donner des outils, des méthodes pour préparer votre sortie de confinement. Et là, on y est. Et ce webinaire d'aujourd'hui, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez entendre, qu'on aura déjà dit dans des webinaires précédents, si vous avez participé. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont abonnés et qui viennent et qui reviennent à nos webinaires parce qu'ils trouvent ça intéressant, et tant mieux pour eux. Et donc, on va essayer de vous présenter une petite checklist rapide de tout ce qu'on a vu et de ce qui nous semble important et qu'on va redévelopper, mais avec un focus plus stratégie. Voilà. Alors, la première si on avait qu'une checklist à laquelle il faudra que vous pourriez régler. Alors ça, c'est déjà un premier livrable, un vrai outil que vous pouvez déjà utiliser et dire, vous pouvez cocher une croix sur chacune des cases qui sont là. Alors, la première chose, c'est est-ce que vous êtes clair sur pourquoi vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous savez expliquer clairement à un client, un prospect, un collaborateur, pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous voulez le matin, entre guillemets? Parce qu'on sait que aujourd'hui, un client, il n'achète pas ce que vous faites, ce qu'il appelle le what, mais pourquoi vous le faites. Et ça, c'est inspiré d'un fameux discours de Simon Sinek, qui a fait fortune avec un TED Talk qui a duré 20 minutes, et où il démontre que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc, si vous ne connaissez pas votre why, si vous ne savez pas expliquer clairement pourquoi vous faites ce que vous faites, ben, vous aurez du mal à attirer les bons clients. Ensuite, est-ce que vous savez expliquer comment vous vous différenciez? Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Donc, si vous le savez, c'est bien. Est-ce que vous le faites savoir correctement? Ce serait mieux. Enfin, est-ce que vous savez expliquer clairement ce que vous faites? Essentiel. Et idéalement à la bonne personne, par profil de client. Donc, ça nous amène à quel est votre profil d'acheteur? Est-ce que vous connaissez vos concurrents? Est-ce qu'ils font en ligne? Quels sont vos axes de différenciation en ligne? Quels sont les produits et services que vous ne faites pas et sur lesquels vous ferez jamais? Quel est votre marché existant, mais peut-être aussi de nouveaux marchés? Là, j'étais il y a quelques minutes avec un prospect qui me dit, OK, voilà ce que je fais. Là, je vends des prises de vue par drone, etc. Mais aujourd'hui, mon marché, qui est très lié à l'événementiel, eh ben, il faut que je le change parce que les événements, il n'y en a plus. Voilà. Donc, il faut qu'il se réinvente. Et comme il a un métier qui est passionnant, bah aujourd'hui, il y a d'autres clients qu'il n'a jamais explorés. Et là, il se dit, bah, il faut peut-être savoir que je réfléchisse à cibler d'autres profils de clients, qui seraient les industries ou voire les militaires. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on va accompagner dans sa sortie, dans sa stratégie post-Covid. Parce qu'il a besoin de changer de marché. Il a identifié d'autres niches qu'il n'a pas encore identifiées, qu'il n'avait pas encore exploitées. Et qu'aujourd'hui, justement à cause du Covid, il est obligé de s'y intéresser. Offrons-nous quelque chose qui a peu de concurrence.
et qui nécessite un nouveau marché, voire un nouveau business model. Quels sont vos objectifs? Quels sont, clairement, c'est essentiel, hein, et idéalement des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, planifiés dans le temps. Hein. Sur quel noyau vous voulez communiquer? Quels sont les canaux que vous allez exploiter parce que vous savez que c'est là que vos futurs clients vont chercher de l'information. Et donc, il faut être visible là où sont vos acheteurs. Est-ce que vous avez peut-être constitué au fil des années une base de données de prospects? Et là, mais tous les jours, je vois des prospects, des clients, et parfois dans des grandes entreprises. Bah oui, on a des bases de données, c'est sur Excel, super. Génial, Excel. C'est un très, très bel outil, sauf que quand on veut exploiter ça, bonjour. Et donc, il y a des outils qui sont beaucoup mieux adaptés pour traiter vos données, qui sont le cœur de votre entreprise, c'est votre CRM. Est-ce que vous avez une base de données qui est mise à jour régulièrement ou qui s'enrichit au fur et à mesure que les gens reviennent sur votre site, qui remplissent des formulaires, etc. Si vous savez ça, tant mieux. Si vous avez des fichiers Excel, waouh, il y a du boulot. Quels sont les indicateurs clés de performance que vous devez mesurer? Parce qu'on ne va pas faire tout ça pour le plaisir de faire des choses. Il faut un tableau de bord. Hein. Les indicateurs clés, c'est un tableau de bord qui nous permet de savoir si on va dans le bon sens ou pas. Et enfin, quels sont les outils, plateformes, applications qu'il va falloir utiliser pour atteindre ces objectifs? Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de tout ça de manière très structurée. Et Jean-Pierre a fait un travail extraordinaire de préparation de ce webinaire parce que tout ce qui va être présenté, c'est Jean-Pierre qui l'a préparé. Donc moi, je suis juste là pour faire kéké, comme on dit. Mais Jean-Pierre, lui, il a vraiment bossé dur pour faire ça. Binôme, Gilles. Dis-moi, c'est un binôme. Ouais, non, mais t'as fait le gros du boulot. Donc vas-y, justement, le Covid a changé. Il a changé quoi? Alors, il a changé quoi? D'abord, dans notre job de consultant, on rencontre beaucoup de personnes et moi, actuellement, je dois rencontrer au minimum, entre différentes réunions de réseau, les clients que je croise ou que j'ai au téléphone. On fait beaucoup de webconférences à la mode maintenant, mais on se rencontre aussi physiquement. Et je vous dis, tu dois être à peu près un minimum une cinquantaine de rencontres, en one-to-one ou non. Et la plupart de ceux que je rencontre, sont souvent dans le quotidien, ils sont souvent dans l'urgence, et ils finalisent ou ils continuent ou ils font continuer une stratégie qui a été décidée parfois au tout début de leur société, c'est-à-dire quelques années, ou s'ils ont moins d'ancienneté, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et cette stratégie donc est toujours la même. Or, cette stratégie, il la change juste, parfois un petit peu, lorsqu'il y a eu de belles évolutions, voire de gros changements, nouveaux produits, nouveaux marchés, ouverture de magasins. Là, récemment, on en parlait, on est quoi, jeudi, donc c'était hier, l'arrivée d'un nouveau concurrent qui est très agressif. Là, tout de suite, on appelle le consultant WSI pour demander quelle stratégie on peut mettre en place. Innovation technologique, baisse des prix. Tout ça, ça fait que le chef d'entreprise, tout de suite, il se sent concerné par la nécessité d'une stratégie. Mais effectivement, comme le dit la slide, le Covid a tout changé. Et surtout, même si vous aviez déjà mis en place une stratégie avant le Covid, cette stratégie, elle n'est peut-être plus la bonne, ou en tout cas, la totalité de cette stratégie n'est plus peut-être la bonne. Et il faut remettre en place une stratégie de marketing digital. Et quand je dis même stratégie de marketing digital, je dirais même une stratégie tout court. Parce que la stratégie de marketing digital, c'est quand même le cœur d'une stratégie globale. Donc, vous devez tout revoir. C'est sympa, donc, merci. C'est sympa. Moi, je partais en vacances. Franchement, c'est pas sympa. Hein. Moi, je suis là. Franchement, on est le 1er juillet et là, tu es en train de nous dire qu'il faut pas faire bosser. Putain. Alors, oui. J'ai été ce matin avec, je ne sais pas si j'en parle tout à l'heure, mais j'étais justement ce matin avec un prospect qui me disait ça. Il me disait, non, mais attendez, là, j'ai du travail, j'ai repris à fond entre le Covid, entre le confinement et le déconfinement. Ça y est, j'ai eu plein de demandes. Je pense que ça va se ralentir en septembre. On se reverra en septembre. Et je lui ai dit, cher ami, ce sera trop tard. Enfin, trop tard. Ce ne sera pas le vrai moment parce que c'est quand on sera dans la courbe creuse de l'accélération qu'il faudra être dans son activité à lui, il faudra déjà avoir mis en place cette stratégie. Okay. Donc là, je vais te demander de passer la slide suivante. Yes, bah oui. Demande-moi, je suis là pour toi. Alors, il y a un schéma qui est génial. Je l'ai récupéré de notre collègue mexicain, Carlos Guzman, qui valide le temps que passent les patrons sur la stratégie.
et qui valait sûrement une incohérence entre d'un côté le fait qu'il y a une nécessité, hein, c'est ce qu'ils appellent likelihood of occurrence, c'est-à-dire les chances qu'on ait besoin de redéfinir une stratégie, les fameux 86%, et le temps, c'est-à-dire executive time spent, le temps que passent les patrons sur cette problématique. Donc, au début du confinement et après le confinement, tous les patrons, ils ont, moi j'ai un expert comptable pour moi, mais j'ai également un expert comptable dans le réseau BNI dont je fais partie. Et effectivement, il a vu plein de patrons arriver qui ont consacré beaucoup de temps pour la réduction des risques financiers. Les directeurs financiers, mais juridiques aussi, ils ont vu beaucoup de monde venir pour les risques juridiques et un petit peu les risques opérationnels. Mais très, très peu d'entre eux ont passé du temps à la réévaluation de la stratégie de l'entreprise. Alors, ok, normal, c'est normal. Hein, au départ, c'est normal qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais maintenant, comme le marché change, et on a vu plein d'initiatives qui ont été prises, de très bonnes initiatives parfois par les entreprises, et donc le risque stratégique qui va certainement arriver pour certaines entreprises qui n'auront pas modifié leur stratégie. Donc, c'est le moment de travailler dessus, là maintenant, hein, ne perdons pas de temps. Et il est clair que maintenant, comme le disait un prospect, ce matin, il y a un prospect, bon, ce matin ou hier, je ne sais plus, mais il y a un prospect qui me parlait qu'il avait fait une refonte de son site web. Et je lui ai demandé, cette refonte de son site web, il avait fait sur quelle base? Il a juste redéfini une refonte de son site web sur les bases d'antan. Moi, j'appelle ça les bases d'antan parce que là, il y a un nouveau monde qui a surgi après le Covid. Et il faut refaire, si jamais il voulait faire une refonte de son site web, il faut refaire une refonte de son site web sur la base d'analyse et surtout sur la base des conclusions de cette analyse des comportements des consommateurs, des comportements, bien sûr, de ses concurrents. Et sans stratégie, clairement, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc, il est déjà passé à la dernière slide, il accélère. On vous a donc concocté. La dernière, c'est la suivante, Jean-Pierre. Oui, oui, tout à fait. Et nous avons concocté, je crois, 10 stratégies, 10 parties de cette stratégie qui doivent être réexaminées, repensées, mises à jour. Alors, vous aurez d'un côté, dans le petit carré, une boîte à outils avec à chaque fois un petit carré vert avec les outils qu'il faut utiliser, qu'on vous préconise en priorité. Et vous avez également à droite le lien que vous pouvez récupérer après le webinaire. Ce lien vous permettra de revoir l'ensemble des webinaires qui ont eu lieu et donc de revenir dessus si vous avez des besoins sur une partie spécifique ou une autre. Okay. Bon, on va se lancer dans ces 10 actions prioritaires et on va démarrer par la spécialité de notre ami Gilles, l'audience et les bailleurs persona. À toi, Gilles. Oui, on va essayer de répondre à ça. Effectivement, en fait, on aime bien quand on fait la stratégie, c'est de se dire pour qui on travaille, pour qui on fait ce site et comment on doit arriver à convaincre un client, un profil de client idéal, ce qu'on appelle le buyer persona, dans notre jargon de marketeur digital. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce terme-là, le buyer persona, ou persona tout simplement. C'est votre profil de client idéal et donc on va vous aider à comprendre quels sont ses problèmes, quelles sont ses préoccupations, quels sont ses intérêts, voilà, qu'est-ce qui a changé depuis le coronavirus, parce que le comportement des acheteurs, des gens sur Internet a considérablement changé. Les gens sont allés beaucoup plus sur Internet, mais pour travailler, pour se détendre, pour se culturer, pour se divertir. Mais il y a des sites marchands qui ont explosé et d'autres qui ont vraiment perdu énormément de chiffre d'affaires, même des sites web, hein. Incroyable. Donc les habitudes ont vraiment changé et on pense que ça va perdurer. Il va y avoir un effet long train de cette période de confinement. Donc il faut vraiment prendre en compte tout ça pour essayer de s'adapter et comprendre pourquoi les gens ont changé de comportement et comment on peut les faire revenir ou qu'est-ce qu'il va falloir faire pour adapter notre offre pour attirer de nouveaux clients si c'est possible. Donc, mettre à jour le persona, c'est quelque chose d'important. Donc, comme tu disais, Jean-Pierre, on a fait un webinaire sur ce sujet-là qui était le 14 mai dernier. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui date déjà pratiquement 2 mois. Hein. Donc, ça fait 2 mois qu'on fait ces ateliers, ces webinaires pour vous donner des pistes, des outils, des méthodes.
Et donc, on vous encourage bien sûr à les réécouter si vous n'avez pas encore vu ce webinaire qui était excellent, qui donnait des outils, des méthodes, comment on fait pour travailler et optimiser le profil de ces clients idéaux. Donc voilà, là aujourd'hui on fait vite, hein, c'est juste un rappel de tout ce qu'on a pu voir, mais voilà, c'est vraiment important de comprendre ces deux axes, hein. Vous avez des clients existants, comment vous faites pour les garder, voire essayer de faire de l'upsell, de faire développer votre base de clientèle existante. Ça, c'est un premier axe. Et deuxième axe, c'est comment vous allez identifier les profils de nouveaux clients que vous devez aller chercher pour développer votre business. Donc, on verra, enfin, vous verrez dans le webinaire que vous aurez des outils pour vous aider, pour vous éclairer à travailler sur ces deux axes. Voilà, Jean-Pierre. Thanks, friend. Alors, l'intelligence marketing, on ne va pas utiliser c'est un peu des très gros mots pour expliquer simplement que dans toutes les situations de crise, ben, on en parlait tout à l'heure, on a une courbe plus ou moins tendue qui nous présente un pic de crise puis une remontée. Là, globalement, on est dans une remontée, clairement, de cette courbe. Par contre, on ne connaît pas avec exactitude le profil de la courbe et la date précise de la reprise totale et de l'accélération. Et puis, surtout, cette courbe et cette date peuvent être très différentes en fonction des activités, voire même des marchés locaux. Est-ce que la courbe de Paris, de l'Île-de-France, va être la même en fonction sur une même activité que celle, par exemple, de la Côte d'Azur avec une Côte d'Azur, vous êtes meilleur. Hein. Déjà, on a un impact. Dans le sud, dans le sud, vous avez 3 fois moins de morts qu'à Paris, et donc c'est avec le Covid. Donc, certes, mais bon, un impact fort du tourisme et donc il faudrait regarder effectivement à quel moment, à quelle situation réelle et à quel point surtout on est de cette courbe. Et surtout, pourquoi l'intelligence marketing? Parce qu'il faudrait être en éveil et surtout en veille économique continue. Mon Dieu. Il faudrait être intelligent, alors c'est même pas une question d'intelligence, mon cher ami, c'est surtout une question de veille et d'éveil. Hein. Je pense que la plupart de nos clients, des gens qui sont autour de ce webinaire le font déjà, mais il faut surtout être capable de réagir rapidement et donc d'être capable d'être le premier sur la vague, ce que j'expliquais encore au début du webinaire, au moment où le marché retrouvera totalement sa dynamique. C'est ça qu'on appelle l'intelligence économique. Et donc, c'est effectivement prendre le maximum d'informations, mettre à profit le maximum d'éléments de votre stratégie pour être dans le cadre de ce que vous avez positionné comme objectifs commerciaux, comme objectif par rapport à votre nouvelle offre. Alors, il y a des outils fantastiques pour cela. Donc, je vous en ai cité quelques-uns, il y en a plein d'autres. Il y a Google Trends, effectivement, qui vous donne des éléments, des tendances, effectivement, de recherche. D'ailleurs, Google Trends, c'est tellement puissant qu'il a mis en place, Google a mis en place un cluster spécifique au Covid. Il y a effectivement la création de flux d'informations via, par exemple, un outil que j'utilise, Feedly. Mais vous pouvez également mettre des Google Alerts sur pas mal d'éléments qui vont vous donner des informations sur votre marché. Il y a effectivement les fantastiques blogs, et notamment ceux de WSI, le marketing sur son meilleur. blog. Alors, celui de Gilles, pas trop. Le mien est fantastique, en tout cas. Bien sûr, je plaisante. Il y a les fantastiques webinaires de WSI dont vous faites partie, donc auxquels vous participez. Mais il y a également des webinaires dans vos activités, dans vos métiers, dans vos industries. Il y a évidemment toute la partie des recherches de mots-clés. Et enfin, il y a ce qui se lie et qui rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'intelligence marketing, tout ce qui est le social listening, parce qu'effectivement, sur le social listening, ça vous permet vraiment d'être à l'écoute totale de ce qui se passe sur votre marché, mais également, et ça c'est important, en marge de votre marché, pour bien pouvoir suivre les tendances et se dire, oh, il y a une tendance qui est en parallèle de mon marché, est-ce qu'elle peut pas être opportune pour moi? Et en fonction de ces opportunités, se jeter dessus et aller et accélérer en termes de stratégie digitale. OK. Et la tendance essentielle aussi à regarder, mon cher Gilles, c'est la tendance de la concurrence. Ah oui, la concurrence, c'est important parce que vous n'êtes pas seul sur Internet aujourd'hui. Si vous êtes seul, c'est qu'il y a peut-être un problème. Aujourd'hui, la nature a horreur du vide. Donc, si vous avez une bonne idée, mais imaginez bien que vous n'êtes sans doute pas le seul. Donc, il y a des concurrents qui font des choses et ça peut être important de comprendre ce qu'ils font, comment ils se positionnent, mais peut-être aussi ce qu'ils ont changé eux depuis
depuis que le Covid est arrivé. Il y en a peut-être qui ont disparu. Dans les entreprises, dans tout ce qui est événementiel, les pauvres, encore ce matin, je discutais avec une dame là, qui est à Versailles. Waouh! Elle ne sait pas si elle va survivre. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de sociétés qui sont vraiment en situation très difficile avec cette putain de confinement et de tout ce qui est événementiel. Mais derrière tout ce qui est événementiel, il y a toute une industrie. Il y a tous les gens qui font des stands, il y a tous les gens qui font le transport. Enfin bon, bref, c'est tout un pan d'économie qui était complètement chahuté. On parle bien sûr de l'aviation, on parle des voitures, on parle de ça, mais il y a plein de petites entreprises, petites, moyennes, grosses entreprises qui sont vraiment impactées par ce truc-là. Et donc, peut-être qu'il y a des concurrents qui ont été impactés aussi hein, et qui étaient en situation délicate et qui du coup vont arrêter. Donc ça veut dire que si un concurrent arrête, ça veut dire que vous pouvez peut-être vous rapprocher de ses anciens clients pour essayer de reprendre une partie de son activité. Il y en a peut-être des nouveaux qui se positionnent. Le monde bouge, hein, comme je disais tout à l'heure, les gens ils ont tous faim. Et peut-être qu'il y a des concurrents qui n'étaient pas concurrents hier, mais qui vont venir demain parce qu'ils ont besoin de s'adapter et du coup ils vont essayer d'élargir leur base de clientèle et empiéter sur votre terrain de chasse en lançant des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Donc c'est important de mettre en permanence sa veille concurrentielle pour voir ce qui se passe et de voir quels sont les nouveaux entrants, ceux qui sont sortis, et voir comment ils s'adaptent à cette période délicate. Jean-Pierre, tu peux lancer le point suivant? Oui, il est en lien avec le traitement du point sur la concurrence, la différenciation sur le marché. La différenciation sur votre marché, c'est quel est l'avantage concurrentiel que vous pouvez avoir au niveau de marché. Et effectivement, quand on a un avantage important, ça vous permet de ne pas être sur la bagarre des prix. Donc, c'est très important d'avoir ce facteur différenciant. Par contre, le Covid, il peut avoir modifié cet avantage concurrentiel, il peut avoir modifié ce facteur de différenciation. Et je donne un exemple assez basique qui est arrivé assez souvent ces derniers temps, c'est que vous pouviez avoir un avantage en fonction du design, de l'emplacement de votre magasin physique, de votre décoration, des facilités d'accès à votre magasin. Et cet avantage, peut-être qu'il est plus déterminant aujourd'hui parce que les gens se déplacent moins ou se déplacent de manière un peu plus efficiente. Donc, votre client a l'habitude d'acheter en ligne et pour reprendre cet avantage sur le web, vous devez être beaucoup plus présent sur le web et donc mettre en place certainement une vitrine et surtout un site e-commerce qui rappelle ou qui rejoignent l'avantage que vous aviez auparavant avec votre magasin physique. Donc voilà, l'essentiel de la différenciation sur le marché, c'est bien suivre le comportement des visiteurs de votre site web, comparer les modèles actuels aux modèles précédents pour voir ce qui est vraiment différent. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Gilles, sur la concurrence. Et surtout, faites un audit de votre site web pour voir comment il réagit techniquement. Parce que vous ne pouvez pas rester avec votre ancien site web, il faut retravailler là-dessus. Faites appel à un consultant pour que vous fassiez une analyse complète et ensuite, sur la base de cette analyse complète, redéfinir votre site web. C'est clair. Mais avant ça, mon cher Gilles, il faut travailler ses objectifs. Oui, c'est essentiel. Vous allez dépenser des sous, de l'argent à faire ces analyses indispensables hein, pour comprendre ce qui marche pas, vos concurrents, etc. Et donc, il va falloir, pour qu'on puisse définir un plan d'action, il faut qu'on sache où on va. C'est la fameuse, voilà, je sais où je suis, maintenant où est-ce que je veux aller et quel chemin je veux prendre. Est-ce que je veux passer par les petites routes de campagne ou par les autoroutes c'est à vous de nous le dire. Et nous, on va pouvoir vous accompagner si on comprend où vous voulez aller, en combien de temps, avec quel type de transport, avec une voiture, une bicyclette, un avion, un sous-marin, j'en sais rien. Bref, il faut qu'on puisse avoir ces informations-là de façon à ce qu'on puisse effectivement vous dire quel chemin utiliser, combien d'arrêts, si vous utilisez une Tesla pour aller à Angoulême, ce que j'ai fait la semaine dernière, il va falloir peut-être vous arrêter à Orléans et puis ensuite Poitiers pour recharger la voiture, parce qu'à Angoulême, il n'y a pas de recharge de superchargeur Tesla. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de ces Tesla qui m'écoute là aujourd'hui, ce serait peut-être intéressant d'envisager d'en mettre un à Angoulême, parce que je vais y retourner bientôt, je pense. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote. Mais vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est où est-ce que vous voulez aller et quel indicateur il va falloir qu'on suive.
Moi, mon indicateur, quand je vais en Angoulême en Tesla, c'est clair que le niveau niveau de charge de ma batterie, c'est un indicateur clé. Et Tesla me dit que si je continue à rouler à la vitesse que je roule, en général 130, et ben si je continue à rouler à cette vitesse-là, je n'arriverai pas au bout. Donc il faut que je réduise ma vitesse ou que je m'arrête à un superchargeur avant pour pouvoir recharger ma batterie. Donc c'est ça les KPI. Les KPI, c'est ni plus ni moins que les indicateurs qui sont essentiels qui vous permettent d'atteindre votre objectif. Donc savoir où vous voulez aller, Angoulême, indicateur, quelle performance, est-ce que j'ai suffisamment de batterie dans ma voiture pour arriver au bout? Oui ou non? Et tout ça, ça s'actualise bien sûr en temps réel. Voilà, donc pour ça, avec le digital marketing, bah, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire ça. Google Analytics, Search Console, Data Studio, puis Supermetrics, tout ça, c'est des outils qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on met en place chez nos clients, de façon à ce qu'ils aient un tableau de bord précis qui leur permet de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Alors, un des points essentiels, puisque je parlais de direction, c'est bien dessus le parcours de votre client, c'est même l'essentiel de la stratégie inbound marketing. Et donc, nous, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas laisser des clients potentiels en chemin, et surtout en ce moment. Donc, il faut que vous suiviez le parcours de vos clients, avec tous les changements, Gilles en parlait tout à l'heure, dans la personnalité d'acheteur, de la concurrence, du marché et de la différenciation. Le parcours de votre client, il doit être suivi de très près, afin que vous puissiez définir à chaque fois des actions spécifiques, soit pour le haut de l'entonnoir, soit pour le milieu de l'entonnoir, et bien sûr pour le bas de l'entonnoir. Alors, ce qu'on utilise souvent, nous, en tout cas, ce qu'on met en place souvent avec nos clients à WSI, c'est qu'on utilise souvent des solutions d'automatisation du marketing pour que on puisse grader, on va dire, pour noter notre prospect au fur et à mesure qu'il progresse dans l'entonnoir. Et ainsi, les actions marketing, elles seront conçues en fonction de sa position dans l'entonnoir. D'ailleurs, moi, je dis souvent à mes clients et même prospects que de la même manière que vous ne pouvez pas toujours avoir le même message pour chacun de vos canaux de communication, eh ben, vous ne pouvez pas avoir les mêmes messages à chaque étape du tunnel, ou du funnel, puisque le client, il est à une étape différente, il est une étape psychologique et dans son processus d'achat différent, et le message ne peut pas être le même. Bien sûr, on n'attire pas. J'abonde exactement ce que tu dis. Je veux dire, pour attirer un prospect, ce ne sera pas le même message qu'il va falloir diffuser ou les mêmes outils qu'il faudra utiliser que pour lui démontrer qu'il y a des solutions qui peuvent l'intéresser, lui dire qu'il y a des solutions à son problème et qu'il y en a plusieurs. Et voilà. Et puis ensuite, bah, il arrive la phase de décision où là, bah, pour décider entre Pierre, Paul ou Jacques ou produit A, B, C ou D, eh ben, il va falloir qu'il ait des éléments de comparaison ou des témoignages clients ou une offre commerciale particulière. Enfin bref, ce que j'appelle des goodies qui permettent d'aider un client qui est dans le tunnel de vente à passer d'une étape à une autre sont clairement pas les mêmes supports. Et tu as raison d'insister là-dessus. Tout à fait. Et alors, on va passer à la page suivante qui est toujours sur le parcours client. C'est juste un zoom sur les actions dont tu parlais d'ailleurs à l'instant. Donc, tu as déjà anticipé sur la deuxième partie. Moi, je reviens toujours, j'en parle tout le temps, c'est un sujet important. On dépense plein d'argent pour le trafic. Mais ça ne sert à rien, même si on a un trafic qualifié, de ne pas gérer ce fameux funnel. Et donc, encore une fois, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des clients. Ça me ramène à, je crois que c'est toi qui avais d'ailleurs avec Gabor animé ce webinaire. Ça nous ramène au webinaire sur la gestion des technologies pour communiquer avec ses clients. Et effectivement, on avait parlé de marketing conversationnel, on avait parlé des chatbots, et ça nous permet de bien travailler sur comment alimenter et surtout comment analyser et surtout comment convertir les clients qui passent dans ce fameux funnel, et notamment à travers de l'outil principal qui est le site web. Ouais. Je voulais rajouter quelque chose là-dessus, parce que je me rappelle que tu étais déchaîné sur ce sujet. Sinon, le dernier élément, bien sûr, on en a parlé, c'est le site web. Ça peut devenir une vraie machine à conversion. Moi, c'est mon dada, hein, la conversion des sites web. C'est d'ailleurs également un webinaire qu'on avait organisé il y a peu de temps, le 11 juin, un bon et grand webinaire avec mon collègue luxembourgeois Laurent Annette. Et Super. Le sujet là-dedans, c'était, parfois, il vaut mieux travailler sa conversion que travailler sur son trafic. Parce que lorsqu'on travaille sa conversion, on peut multiplier par 2, par 3 son acquisition de nouveaux clients sans avoir à bouger son trafic. Bon, il faut quand même un minimum de trafic, c'est la première partie, mais la deuxième partie est essentielle.
je dirais même plutôt, la première partie, c'est de ne pas gâcher ses efforts de conversion, ses efforts de trafic et surtout ses dépenses de trafic, entre du Google Ads, du Facebook Ads, du LinkedIn Ads, enfin tout ce qui est en Ads d'ailleurs. On dépense parfois des fortunes pour amener ce trafic vers qui n'est pas capable de convertir. Donc, on a un vrai travail à faire sur son site pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans son acquisition. Et ça nous ramène au travail sur le content. Et oui, le contenu, c'est comment on fait aujourd'hui pour attirer, se rendre visible, parce qu'on sait bien aujourd'hui, tout le monde le dit, le référencement naturel, c'est du marketing de contenu. YouTube, qui est la deuxième moteur de recherche le plus consulté, c'est pareil, si vous n'avez pas de vidéo, ben, vous n'allez pas attirer beaucoup de monde. Il y a plein de choses à faire, à animer. Et on sait aujourd'hui que YouTube, c'est un canal qui est sous-exploité par les marques ou par les entreprises. Parce qu'elles ne comprennent pas trop comment ça marche, etc. Mais c'est un canal extraordinaire pour développer la notoriété de votre marque. C'est pas tellement fait pour faire de la génération de leads, on peut y arriver, mais c'est vraiment fait pour faire de la notoriété avec des techniques de publicité qui vont apparaître 5 secondes avant que vous puissiez voir votre vidéo, parce que c'est le principe de YouTube. Hein, vous avez, donc ça, c'est une technique parmi d'autres, mais c'est une technique qui marche bien. Et donc vous avez 5 secondes pour essayer d'aider un client à comprendre pourquoi il faut qu'il regarde votre vidéo plus longtemps. 5 secondes, ça va vite, hein. Donc il ne faut pas se tromper, il faut vraiment aller droit au but, parce que les internautes, ils zappent très vite. Si au bout de 5 secondes, ils doivent regarder 5 secondes parce que YouTube les force, et après, soit ils continuent à regarder, soit ils appuient sur le bouton passer la pub. Et donc, si vous avez en 5 secondes la capacité de garder l'internaute actif sur votre vidéo, eh ben, vous allez obtenir peut-être une vue. Et aujourd'hui, vous ne payez que les vues qui ont plus de 30 secondes de visionnage. Donc, vous imaginez que les gens qui ont tout ce qui dure moins de 30 secondes, c'est gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des vidéos de moins de 30 secondes, parce que Google n'est pas que con. Ils ont bien compris qu'il y en avait qui ont triché. Air France, notamment, a fait ça. Mais si vous faites une vidéo qui fait 1 minute 30 ou 1 minute 30, et que les gens voient déjà 30 secondes de votre vidéo, ou moins, bah, vous ne payez pas. Vous commencez à payer uniquement pour les gens qui ont vu au moins 30 secondes de votre vidéo. Vous imaginez la force du truc? Donc, c'est redoutablement efficace. Ça vous permet d'avoir beaucoup de vues pour très peu cher. Rien à voir avec les pubs télé, les pubs radio. C'est vraiment très abordable pour une TPE, PME. C'est un moyen très efficace pour développer faire connaître, notamment pour les gens qui ont des nouveaux produits, des nouveaux services, les gens qui ne savent même pas que ça existe. Moi, je travaillais pour un client là, qui lançait un produit, ça s'appelle le Bearing. Le Bearing, un produit qui déclenche le lecteur code barre d'un appareil. Ben, en quelques mois de campagne, il y a eu plus de 300 000 vues sur des sites qui l'intéressaient. Impressionnant. Et ça pour un budget de quelques milliers d'euros. Mais vraiment, quand je dis quelques milliers, c'est moins de 5 000. Hein. Donc, on arrive à des choses vraiment redoutables avec du contenu, quand il est bien fait, quand il est pertinent, quand il est intéressant, on arrive à toucher les gens et leur donner envie de s'intéresser à votre marque et donc ensuite de revenir et à un moment donné, de devenir client. On l'espère en tout cas. Indeed, mon cher Gilles, je suis un grand fan de la vidéo et j'explique quotidiennement effectivement que c'est un outil qui est valable sur tous les canaux, pour peu effectivement qu'il ne soit pas trop long. On parle toujours de ne pas dépasser 1 minute 30 et pour peu qu'effectivement il corresponde à chaque fois au tunnel, parce qu'on peut faire des vidéos différentes en fonction de l'avancée dans le tunnel ou dans le funnel de votre prospect et client. Là, on est sur les canaux et publicité payante, donc je vais aller un peu plus vite parce que bon, vous connaissez un petit peu tous ces canaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas pour le moment, le Covid n'a pas changé grandement la donne sur les canaux. Google reste le média le plus important pour le trafic et pour la conversion. Facebook, Instagram, YouTube, Gilles vient d'en parler, continuent à être les principaux médias digitaux. Par contre, il y en a un nouveau qui vient d'arriver, qu'il faudra surveiller son évolution, c'est TikTok. C'est devenu clairement, bon, j'ai 3 filles, dont 2 très jeunes, donc je vois bien leur usage. Donc, c'est pas encore, notamment moi qui travaille, on est beaucoup à WSI à travailler en B2B, et moi qui travaille en B2B, c'est quand même pas du tout un acteur pour le B2B, mais ça peut devenir à terme un acteur intéressant en B2C. Donc, il faudra être très, très vigilant et là encore, être en veille pour regarder ce qui se passe. Et rien ne vous empêche, moi je l'ai fait, juste pour le fun, rien ne vous empêche d'ouvrir votre compte TikTok pour commencer à regarder ce qui s'y passe et pour être justement
un des premiers à vous lancer dessus au moment opportun. Puis d'autre part, il y a un point qu'il faut toujours ne jamais oublier, c'est que sur n'importe quel média, il faut avoir deux tactiques. Une tactique organique, c'est-à-dire la tactique de l'engagement des messages et donc du référencement, on va dire, et dans une tactique payante, obligatoire. Vous devez toujours être sur des deux côtés. Et ça m'amène à un autre point du changement essentiel qui a vu le jour avec le Covid, c'est que les prix de la publicité payante ont pas mal baissé dans certaines activités, et ils ont baissé pendant un certain moment. Et donc, il faut, au moment où on se parle, il faut être très opportun et certainement en profiter pour être le premier à récupérer ces coûts-là et pouvoir avoir des publicités plutôt efficaces au moment où vos concurrents n'y sont pas encore. Quand ils vont y revenir, eh ben, bien sûr, les enchères vont remonter. Voilà. Donc, c'est mon principal élément, c'était celui-là. Et puis, le dernier élément, c'est bien sûr mesurer, tester pour voir ce qui marche le mieux. Parce qu'en payant, si on mesure et on teste, eh ben, on est extrêmement efficace. C'est clair, c'est clair. On parlait de payant et d'organique. Payant, c'est bien, mais gratuit, c'est mieux. Ce n'est jamais totalement gratuit, tu le sais très bien, même en SEO. Donc, gratuit, c'est mieux, même si quand on dit gratuit… Alors, d'ailleurs, j'ai une petite blague là-dessus, parce que toi, tu parlais de TikTok, mais moi, ma femme, elle me dit, toi, t'es TokTok, c'est normal? Enfin, ouais. Donc, SEO, ça veut dire quoi? Search Engine Optimization, c'est-à-dire comment arriver à être visible en référencement naturel sur Google sans avoir à payer Google. Donc ça, c'est le Graal. Tout le monde souhaite être visible sur des mots-clés stratégiques qui amènent du trafic sur votre site internet sans même avoir à payer Google ou qui que ce soit. Ça, c'est le rêve. C'est tellement le rêve que tout le monde travaille son SEO. Et comme tout le monde le travaille, il y en a qui sont devenus meilleurs que d'autres et que c'est devenu compliqué le SEO. Donc c'est un vrai métier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, il faut le faire en étant bien accompagné, puisque c'est un vrai métier, c'est très compliqué. Et donc, il faut faire appel à des spécialistes. Heureusement, votre consultant du SI, il est rodé à ces techniques-là, parce que le SEO, c'est une de nos spécialités, parmi d'autres, mais c'est vraiment un sujet sur lequel on aime bien accompagner nos clients. Et donc, on sera tout à fait capable de vous faire une situation de où est-ce que vous êtes en termes de positionnement sur Google AdWords, Google référencement naturel, quels sont vos concurrents, quels sont les mots-clés que vous devriez travailler, quels sont les backlinks à travailler. Enfin bref, tout ça, on peut l'intégrer. Il faut vraiment le préparer. Alors, par contre, ce qui est important de comprendre, c'est autant le SIA, tout ce qui est advertising, des ads, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est quasi immédiat. On peut acheter du trafic et dans l'heure qui suit, vous avez du trafic sur votre site internet. Cet ordre-là, c'est très rapide. Autant avec le SEO, ça prend du temps, c'est long, parce qu'il y a de la concurrence, il faut être meilleur que les concurrents, et ça prend du temps, ça peut être long. On peut, en fonction des mots-clés, vous pouvez avoir commencer à avoir des résultats au bout de 6 mois, parfois 1 an, voire plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important d'intégrer en disant, OK, je veux être visible sur ce mot-clé-là, parce que ce mot-clé-là, il est pérenne, et il faut vraiment que j'arrive à être visible là-dessus. Parce que sinon, si je ne suis pas visible là-dessus, alors il ne faut pas se tromper sur le mot-clé. Parce que si vous vous trompez sur le mot-clé, si vous vous rendez compte dans 1 an que vous n'avez pas choisi le bon mot-clé, il va falloir faire tout le travail et vous aurez perdu 1 an de business, voire 2 ans de business, parce qu'il va falloir retravailler ces 2 ans qu'il faudra pour arriver à avoir des résultats. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas se planter. Et c'est d'ailleurs la première brique qu'on travaille. Sur quel mot-clé il faut travailler la visibilité. Donc c'est la première chose que vous devez… une agence sérieuse qui va vous dire, si vous voulez travailler le référencement naturel, c'est sur quel mot-clé vous voulez travailler. Alors vous dire des trucs basiques. Et l'agence est là pour vous donner des idées, des éclairages en disant quel mot-clé vous devriez travailler par rapport à vos concurrents, par rapport au marché, par rapport à votre situation. Donc il y a des choses comme ça qui sont importantes de définir. On arrive au bout, Jean-Pierre, et il nous reste quelques minutes pour faire parler des cas, des exemples. Donc c'est… Je vais aller assez rapidement parce que c'est un sujet qui me plaît bien parce que j'ai été directeur commercial et c'est un sujet que j'ai dû former mes équipes sur les bases de données clients, mais c'est un sujet qui fait souvent peur aux patrons de PME, TPE. Jeudi dernier encore, j'en parlais avec un client qui utilisait Excel. On en parlait tout à l'heure. Et
Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une PME, il y a des outils fantastiques, HubSpot, SharpSpring. Moi, j'utilise HubSpot et on est beaucoup à utiliser HubSpot. Il y a des outils exceptionnels qui existent et qui sont très intuitifs. Et ces outils qui sont obligatoires aujourd'hui. On ne peut pas travailler, on dit toujours que pour travailler sa prospection, il faut avoir une bonne segmentation client, mais travailler sa segmentation client et ensuite attaquer son marché sans avoir une mise à jour automatique, sans avoir tout ce gain de temps que nous permettent les bases de données clients, les outils de base de données clients comme tel HubSpot. C'est même des outils de team building entre votre service client, qui travaille la fidélisation des clients, entre votre service commercial qui travaille la gestion et la prospection de vos clients, et bien sûr la conversion, et évidemment votre service marketing qui va travailler à la génération de leads. Si ça permet à ces trois équipes d'avoir la bonne connaissance, la bonne information et de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une solution pratiquement, et je dirais même totalement obligatoire dans une stratégie de prospection, dans une stratégie de fidélisation pour une PME, voire même une TPE. Ok. Voilà, puis bon, pour terminer, voilà, on a dit beaucoup de choses, hein, mais effectivement, ce genre d'outil, ça permet d'avoir des tableaux de bord qui nous permettent de savoir si vous allez arriver à Angoulême ou pas, si vous allez dans la bonne direction, si vous allez atteindre, le retour sur investissement que vous espérez. Très important, hein, de garder en focus ce retour sur investissement. J'étais avec un prospect là, qui, j'espère, va devenir client bientôt, qui dépense 300 000 euros de budget sur Google par an. Pas mal déjà, hein, 300 000 euros. Et il s'est rendu compte il y a quelques mois que en fait, à chaque fois qu'il paye Google, il perd de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il fait une vente, le coût d'acquisition du client est supérieur à sa marge. Donc, il paye Google pour perdre de l'argent. Et c'est pas le premier que je vois. J'ai vu des boîtes faire faillite à cause de ça. Donc, si vous n'avez pas une vision claire de votre coût par acquisition, c'est ce qu'on appelle le CPA, et de la marge que vous dégagez sur chacune des ventes, des affaires, vous pouvez vous mettre en danger. Donc, faites attention à ça. Donc ça, c'est les tableaux de bord. Si vous n'avez pas ce genre d'indicateur, est-ce que vous gagnez de l'argent ou pas? Est-ce que vous allez arriver? Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie pour arriver à Angoulême ou pas? C'est la même chose. Vraiment, c'est le nerf de la guerre, il est là. Juste Gilles, sur ce sujet, j'ai souvent remarqué que les boîtes qui fonctionnaient bien et qui fonctionnaient vite et qui remettaient en place rapidement une stratégie, c'est toujours celles qui avaient un tableau de bord très simple, bien sûr. très convivial et surtout qui était analysé et étudié pratiquement quotidiennement par l'ensemble des équipes. Donc c'est vraiment le cœur de la stratégie, en tout cas de l'avancée de la stratégie de manière opérationnelle, c'est bien ce tableau de bord. J'aime bien, je fais juste une petite analogie, excuse-moi Jean-Pierre, parce que je sais que tu es pressé pour parler de cet écran qui est important, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas très longtemps, il y a SpaceX là, qui a envoyé dans l'espace une fusée avec 2 cosmonautes à bord. Et ça fait pas mal de bruit, parce que ça faisait longtemps que les Américains n'avaient pas de lancer de spationautes avec leur propre fusée. Et là, c'était une fusée privée, donc SpaceX, la fusée de Elon Musk qui a fait les Tesla. Et je ne sais pas si vous avez vu l'intérieur du cockpit de la fusée. C'est 3 écrans. C'est épuré, c'est hyper sobre, hyper clean. Parce que il a compris qu'aujourd'hui, ça servait à rien d'avoir des boutons que les astronautes ne savent même plus à quoi ils servent. Enfin, quand même, j'exagère parce qu'ils sont quand même entraînés pendant des années pour faire ça. Mais il a tout résumé sur 3 écrans tactiles en plus. Hyper sobre, hyper épuré, etc. Donc, je ne sais pas si vous, dans votre entreprise, est-ce que vous avez un tableau de bord aussi clean, aussi épuré que ça? Donc, lui, il a réussi sa mission, il a envoyé les cosmonautes dans l'espace. Et ça veut pas, il n'avait pas besoin de 50 000 boutons dans sa navette. Hein. Voilà, c'était une petite anecdote. Je te rends la parole. Tu avais laissé cette slide, parce que je sais que tu l'apprécies. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Donc, il va falloir ensuite classer vos actions. Hein. Il va falloir définir vos actions en identifiant qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur votre résultat et qui va nécessiter le moins d'efforts. Donc, idéalement, il faut cibler les actions qui vont générer le plus d'impact avec le moins d'énergie possible. On appelle les quick wins. Donc, les quick wins, c'est quoi? C'est des choses qui, si on met en place tout de suite, on va avoir des résultats. Par exemple, tout à l'heure, j'étais avec un client, il a un super site internet, il veut se développer, mais il n'a même pas mis en place d'outils d'analytique, qui est gratuit.
Google Analytics, c'est gratuit. Et ça lui permet d'avoir une vision sur son fonctionnement de son site, les pages qui bloquent, les pages qui ont problème, les pages qui marchent bien, d'où viennent ses visiteurs, etc. Si on n'a pas d'outils de mesure, on peut pas s'améliorer. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, le quick win qu'on lui a proposé, c'est déjà de mettre en place Google Analytics. Et ça coûte rien. D'ailleurs, ça prend 5 minutes à faire, j'exagère, mais à peine. Et tout de suite, pouf, on va savoir ce qui se passe sur son site. On va comprendre d'où viennent les visiteurs, on va comprendre, etc. Et on va pouvoir travailler, on va pouvoir faire son travail d'analyse et d'optimisation. Si on est dans le flou, si on sait pas, si on peut deviner, on peut espérer, mais on peut surtout se tromper. Et donc, il faut pas, justement, on peut pas se tromper. Il faut aller vite, il faut être efficace. Et donc, l'objectif de ce slide-là, c'est de vous dire, voilà, identifier des actions, parce qu'il y a sans doute pas mal de choses à faire, et essayer d'identifier celles qui sont le plus importantes pour le business et qui nécessitent le moins d'efforts. Et ça va vous permettre tout de suite de générer des résultats. Ces résultats vont vous permettre de dégager du bénéfice. Et ce bénéfice, vous allez pouvoir réinvestir en nouvelles actions qui vont vous permettre de grandir au fur et à mesure. Voilà. Indeed. Oui, effectivement, Google Analytics, moi, chaque fois que je vois un nouveau client, un prospect, la première chose que je lui demande, c'est envoyez-moi vos chiffres. Parce qu'effectivement, quand on a les chiffres, s'il n'a pas Google Analytics, on ne sait pas de quoi il parle, on ne sait pas quel est le point de départ et on ne connaît pas le point d'arrivée. Justement, le point d'arrivée, là, on est sur le next step, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait clairement pas ce qui va se passer. Et selon les pays, ben, je vous disais tout à l'heure, les étapes de la courbe Covid peuvent être très différentes. En tout cas, dans tous les cas, ce qu'on moi j'espère et ce qu'on espère tous, c'est qu'on ait des jours meilleurs à venir. Mais au cas où ce ne serait pas tel quel, la mise en place de stratégie devrait nous aider, vous aider à jeter les meilleures bases pour le court terme et le long terme. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut se mettre au travail tout de suite, dès maintenant. Et Gilles va justement nous apporter des exemples concrets où la stratégie a justement fait la différence entre sans et avec. Gilles? Yes. Alors effectivement, vous avez compris que chez WSI, on aime bien en être très structuré, très organisé, c'est le côté un peu anglo-saxon, puisque notre enseigne est d'origine canadienne. Et on a une démarche très structurée pour aider nos clients à avancer dans leur process. Donc, je vais présenter ça sous cette forme ce diagraphique où on dit qu'il y a 3 phases. Une première phase de découverte, d'analyse de la situation, d'atelier why. Vous avez compris que why, c'est important pour vous différencier de la concurrence, mais aussi l'atelier persona pour comprendre quels sont vos profils de clients et définir les étapes qui vont permettre de faire progresser le client dans son tunnel de vente. On peut bien sûr faire une analyse du marché, de la concurrence, c'est souvent important, pour arriver à définir cette fameuse stratégie marketing digital. Voilà. Donc, tant qu'on a une stratégie marketing digital, ça a besoin d'être nourri d'analyse, d'informations, de découverte du marché du client, de ses concurrents, etc. Donc, on a besoin de récupérer ces éléments pour pouvoir dire, ben voilà, monsieur le client, on sait où vous voulez aller, on a regardé où vous êtes, et par rapport à votre situation et votre objectif SMART, on sait vous dire, on vous propose plusieurs chemins, et il y en a 1, 2, 3, et chacun, ça prend tant de temps, ça coûte tant, et voilà les résultats que vous pouvez espérer. Donc ça, c'est typiquement le livrable d'une stratégie marketing digital qu'il faut ensuite mettre en œuvre. Parce que c'est pas le tout de définir une stratégie, il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, ce que tu disais qui est essentiel, c'est mettre en place des outils de mesure, le CRM, des outils d'analytique, etc., l'architecture de conversion qui va être optimisée pour transformer les visiteurs en prospects, en clients. Donc là, on est déjà dans la phase 2. Et une fois on pense qu'on a fait quelque chose de bien, eh ben on y va, on fait venir du monde dessus en achetant du trafic, en mettant une stratégie d'inbound marketing, d'employé advocacy, de selling, tout ce que vous voulez, et on a des résultats rapidement. Donc ça, l'objectif, c'est de pouvoir très rapidement se dire, voilà, est-ce que j'ai des résultats au niveau de mes ventes ou pas? Mais comme on a des outils de mesure en amont, eh ben on est capable de comprendre ce qui va pas. Est-ce que c'est le marketing qui génère des leads qui sont pas qualifiés, ou est-ce que c'est le commercial qui fait pas son travail comme il faut de closing? Est-ce qu'il y a un problème d'alignement entre le marketing et le commercial? Donc il est temps de régler tout ça avant de pouvoir accélérer, qui est la phase 3. Et donc la phase 3, une fois qu'on a bien calé son truc, bah là, boum, on y va, on sait ce qui marche, et il n'y a plus qu'à appuyer sur l'accélérateur pour aller plus vite et tester de nouveaux marchés, etc. Donc ça, c'est un peu notre démarche classique qu'on déroule et qui s'adapte bien sûr en fonction de chaque profil d'entreprise. Et quand on a mis en place, j'ai des clients, des PME ou des petites boîtes, des plus grosses boîtes, voire des très grosses boîtes, c'est toujours la même démarche. C'est toujours la même chose. Donc là, je vous parle de deux cas d'entreprise. Une PME qui s'appelle Axol qui vend
des produits pour les personnes à mobilité réduite. Là, en sortie de confinement, il fallait mettre un coup d'accélérateur pour redévelopper l'activité. Et ils se sont dit, ben, peut-être que les produits pour aider les gens à pouvoir profiter de leur piscine, ça peut être le moment de promouvoir. Donc, on a ciblé, fait une campagne, on a préparé une campagne. Et ce matin, j'étais avec le patron et son équipe commerciale et marketing pour faire le point, pour identifier ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien, qu'il fallait améliorer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut 20 leads pour une vente. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème et quand on voit la qualité des leads qu'on envoie, c'est peut-être plus un problème commercial que génération de leads. Générer des leads, on sait faire, ça c'est facile. Maintenant, il faut les transformer, ces leads. Pourquoi ces leads ne sont pas transformés? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc voilà, et là, le client, il est convaincu que là aussi, il a quelque chose à faire en interne pour aider ses commerciaux à être plus efficaces dans le process de vente. Le cas de Brisac. Brisac, ben, pendant quelques mois, lui, il a des magasins, les cheminées Brisac, ils ont des magasins, et le problème, c'est qu'il n'y a eu personne qui venait pendant le confinement. Donc là, en sortie de confinement, il aimerait bien accélérer les ventes, d'autant que l'hiver, il va arriver, après l'été, il va arriver l'hiver, et donc c'est le moment de s'équiper d'une cheminée. Donc l'objectif, c'est de faire venir des gens qui ont, parce qu'il y a des économies qui ont été faites, hein, les gens n'ont pas dépensé tout leur argent pendant le confinement, donc il faut bien maintenant qu'ils investissent, peut-être en optimisant leur maison. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une campagne web to store. Donc là, c'est faire venir les gens dans leur magasin pour qu'ils fassent leur travail de commercial et qu'ils réussissent à les convaincre d'acheter une cheminée, un poêle à bois, un poêle à granulés. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de campagnes qu'on fait très rapidement, des campagnes tests, boum, 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 on y va, on accélère, on voit si ça marche, si ça marche pas, et on améliore au fil de l'eau. Autre exemple, ça c'est une entreprise plus importante qui vend du matériel de précision pour l'industrie, transport de fluides sous haute pression, des fluides critiques ou des gaz critiques. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite, sinon ça pose un problème. Et donc, ils avaient des tas de commerciaux qui sortaient plus, il n'y avait plus de salon, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à faire que ces commerciaux soient efficaces? Donc, avec mon collègue François Alimania, on a mis en place on a proposé une formation social selling pour former les commerciaux à apprendre à utiliser correctement LinkedIn, à chasser, à identifier des profils de clients idéaux et apprendre à se rendre visible, à attirer, à passer la porte, le barrage de la secrétaire pour arriver en relation directement avec la personne qui nous intéresse. Déjà apprendre à l'identifier, où est-ce qu'il est, comment on peut le trouver, et ensuite apprendre à entretenir une discussion avec eux. Donc ça, c'est des formations. Alors, comment on a les data dockés, ça se passe bien, c'est facile. Et en plus, pendant le confinement, on avait vous savez, il y a eu des mesures spéciales qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, hein, qui permettent de former les gens et c'est pris en charge directement par une formation, un budget de formation spéciale Covid pour les gens qui sont en confinement à partir du moment où c'est en e-learning. Bah, ça tombe bien. Nous, on sait faire des webinaires, on sait faire des formations en e-learning. Et vous voyez, sur l'exemple, là, il y avait 2, 4, 6, plus d'une dizaine de commerciaux qui étaient là, qu'on formait aux techniques du marketing digital via LinkedIn. Et ils sont sortis de là, ils sont ravis. Hein. Je peux vous dire qu'on fait un suivi, on a fait des cliniques, on a fait du one-to-one, on a fait plein de choses. Et là, les commerciaux, le retour, c'est on ne savait pas que LinkedIn c'était aussi puissant. Quoi. Ça leur a ouvert les yeux. Donc, ce qu'il faut retenir, Jean-Pierre. Et qu'on ne peut pas se contenter de penser comme avant, que tout doit être mis à jour, qu'il faut tout mesurer, l'analyse et les mesures sont plus importantes que jamais. Et il s'agit, moi j'aime bien l'expression restart, il s'agit d'un nouveau départ qui permettra de découvrir une nouvelle tendance, de nouvelles dynamiques sur le marché. Il faut donc utiliser toutes les informations que l'on peut recueillir et réagir en fonction des opportunités. Donc, je disais au début du webinaire qu'en fait, peu de gens, peu d'entrepreneurs, peu de patrons d'entreprises avaient travaillé leur stratégie depuis le début de la création de leur entreprise. Ben, ce que je pourrais dire, c'est abordons ce restart avec la même passion que celle que nous animait lorsque nous avons commencé les années, en retravaillant nos stratégies, comme on l'avait fait il y a quelques années. Ça peut être un super boost pour nos entreprises. Voilà. Ok, génial. Donc tout ça, je pense qu'on a fini ce webinaire. Hein. On vous rappelle que vous avez un best-seller qui s'appelle Digital Minds, qui a été édité par WSI, qui est en vente sur les meilleures librairies. Une version française est disponible. Votre consultant WSI va pouvoir vous le communiquer dès que vous lui aurez demandé. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis voilà, on va réserver un petit moment pour les questions si vous en avez. Donc je serais ravi d'avoir un petit peu votre
au feedback. Donc n'hésitez pas, dites-moi, qu'est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question pour toi, Jean-Pierre. Qu'est-ce que ça coûte la définition d'une stratégie marketing digital avec un consultant de WSI? Voilà, tiens, prends ça dans. Et je Voilà. prends ça dans les. Oui, Voilà. non, mais, Vas-y. le coût dépend. Et surtout, ne dis pas ça dépend. Parce Non, que. mais surtout ne pas parler pour l'ensemble de mes collègues, puisque il y en a, ça dépend tout simplement de la taille de l'entreprise et de la complexité de l'entreprise et effectivement de l'évolution globale de l'activité de l'entreprise. Si on fait l'ensemble des actions d'analyse et d'audit, concurrence, persona, le why et ainsi de suite, on peut arriver, et sur une très grosse boîte, on peut arriver à des montants un peu plus conséquents. Dès qu'on est sur des TPE, on sait s'adapter et adapter nos tarifs à la taille de l'entreprise. Est-ce que j'ai répondu convenablement et de manière politiquement correcte? Bah, c'est politiquement correct, mais c'est pas très concret. Concrètement, c'est quoi? On parle de 100 000, 200 000 euros, 1 million. C'est quoi le budget qu'il faut prévoir? Bah, on peut démarrer sur une analyse Y plus persona qui correspond à ton schéma aux alentours de 2500 euros et monter lorsqu'on est sur beaucoup plus de persona, une analyse avec une taille plus importante à 4500, 7500 euros si je devais donner des tarifs. D'accord, donc ça, c'est pour une stratégie. Ok, très bien. Bon, c'est un ordre de grandeur. Après, effectivement, tu as raison. Chaque consultant définit sa grille. Pas les mettre en remplacement. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Donc, on est obligé Voilà. on adapte la proposition à la mission et du contexte et à l'urgence. Enfin, il y a pas mal d'indicateurs qui peuvent varier. Moi, j'en ai vendu pas mal ce genre d'études préalables et ça aussi entre effectivement 2500 et 15 ou 20 000 balles, quoi. Mais ça, c'est 15 ou 20 000 balles, c'est déjà pour des grosses entreprises avec une stratégie à définir sur plusieurs pays, prendre en compte plein de trucs. Enfin, voilà. Donc ça reste, c'est un budget, 20 000 balles, c'est clair, mais 2000 et quelques, 2500 balles, c'est tout à fait à la portée d'une TPE-PME. Et notamment, juste, je rajouterai un point, c'est lorsqu'on travaille par exemple sur des audits de conversion de site web. Si vous avez un site web très complexe en e-commerce, par exemple, avec énormément de produits, clairement, votre audit sera beaucoup plus long pour le consultant. Il aura besoin d'utiliser beaucoup plus d'outils, notamment des outils comme Crazy Egg ou Hotjar. Et en fonction de cela, ben, effectivement, l'analyse sera plus longue, donc un peu plus coûteuse. Maintenant, si votre site e-commerce a moins de produits et beaucoup plus simple, ça vous coûtera moins cher, bien entendu. Oui, bien sûr. Il y a Christina qui nous demande est-ce que vous avez une alternative à Google AdWords et Google Analytics à suggérer? Alors, Google Analytics, moi je pense qu'il n'y a pas de débat. Il faut avoir Google Analytics. C'est pas, voilà, ça coûte rien, c'est très puissant. Vraiment, c'est un indispensable. Tout comme il y a un autre outil qui est indispensable, c'est Google Search Console. Donc avoir ces deux outils-là, c'est à moins que vous souhaitiez ne pas être bien référencé sur Google, auquel cas vous pouvez vous en fiche. Si pour vous c'est important d'être visible sur Google, c'est important de mettre en place au moins ces outils, Google Analytics et Search Console. Après, pour Google AdWords, là, c'est vrai que là, on peut se poser la question. Google AdWords, c'est une tactique qui va permettre de générer du trafic sur votre site en achetant les mots-clés sur lesquels vous voulez être visible. Il y a peut-être d'autres tactiques, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, ça peut être Emailing, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être YouTube, il y a plein d'autres solutions. Mais c'est vrai que quand même, faut appeler un chat un chat. Les gens vont chez Google pour chercher de l'information. Tout le monde va sur Google aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas visible sur Google, bah, certes, vous pouvez être visible ailleurs, mais vous aurez peut-être moins de potentiel de clients. Donc, si vous n'êtes pas visible en référencement naturel, le seul moyen que vous avez, c'est d'être visible avec Google AdWords. Et ça, voilà, il n'y a pas d'alternative pour être visible sur Google à Google AdWords pour être visible rapidement. J'espère que ça répond à la question. Christin, tu veux rajouter quelque chose, Jean-Pierre? Non, non, tu as raison. Sucre lent, sucre rapide, moi j'appelle ça. Hein. Sucre lent, on travaille sur du SEO, sur du long terme. Sucre rapide, on veut des résultats très rapidement et tester rapidement. Effectivement, on fait du SEA sur Google AdWords ou Facebook Ads ou LinkedIn Ads en fonction de son marché, tout simplement. En sachant que c'est là où on vient sur le tableau de bord. Non, mais je te dis juste, si on a un tableau de bord, c'est là que ça permet, en sortant de Google Analytics, de pouvoir avoir juste les KPIs les plus importants à vérifier chaque jour. Voilà. Donc, il y a une autre question de Anne qui me semble vraiment essentielle, c'est si on a déjà fait son étude,
Est-ce que vous mettez les choses en place pour les petits clients? Est-ce que vous faites de l'implémentation ou juste du conseil? Of course, on fait les deux, my friend. Voilà. On est Donc, des consultants marketing. Un consultant de base, c'est quelqu'un qui d'abord fait l'analyse, la stratégie, ensuite qui met en place, qui fait la recommandation, et ensuite qui accompagne le client dans la mise en place de sa recommandation, dans le suivi de la recommandation, dans l'évaluation de la recommandation, et qui va même jusqu'à la formation pour rendre son client autonome ou améliorer l'efficacité de ses ressources internes. Voilà, si j'ai été clair, mais c'est le travail complet d'un consultant marketing digital WSI. Mais c'est important d'insister là-dessus parce qu'effectivement, il y a des consultants qui font que du conseil. Nous, on fait du conseil et on fait de la mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui nous différencie vraiment beaucoup de pas mal d'agences. On fait du conseil, on fait de la mise en œuvre, on vous forme, on vous coach, on vous accompagne et on vous accompagne sur la durée. Donc, c'est ça qui est important. Donc on aime bien des clients qui aiment être accompagnés. Alors, si c'est faire un site internet et puis nous voir, bon, ben, ça, vous pouvez trouver des gens qui font ça. Et si vous souhaitez vraiment être accompagné dans la durée, et si vous avez fait une étude très bien, c'est que vous êtes convaincu que maintenant il faut y aller, et ben oui, on peut vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations de votre étude. Et puis, comme de toute façon le marketing digital ça bouge tout le temps, on aura toujours nous des conseils à apporter supplémentaires parce que ça bouge, hein, c'est un monde qui bouge très vite. Voilà, il y a Anne qui nous remercie, mais il n'y a pas de quoi, on est là pour ça. Donc prenez contact avec votre consultant qui vous a fait venir, il sera ravi de savoir que vous avez des choses à peut-être de le contacter pour lui faire une demande de devis de votre prestation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres pour l'instant. On a fait le tour, donc ça veut dire qu'on a été pas mal, voilà, pas mal de remerciements. Bah, merci à vous d'avoir participé. Merci pour tous vos commentaires, vos témoignages, ça nous fait plaisir. Surtout à Jean-Pierre, parce que lui, il aime bien qu'on le flatte. Hein. C'est un Niçois, c'est quelqu'un qui est dans le sud. Là, il faut tout le temps lui dire qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il est le meilleur. Merci Gilles de ce profilage très précis. Mais c'est vrai qu'il est très, très, très bon, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc, ça fait, voilà. Et donc, bah, merci à vous pour votre participation. Merci Jean-Pierre pour avoir organisé et réussi ce webinaire. Merci Christina. Merci à Florence, Fabien. Merci à vous tous. Et puis, écoutez, bah, bonne chance. Bonne sortie de confinement, bonne reprise et surtout plein de business grâce au marketing digital et à votre savoir-faire.